Pauline a 35 ans. Elle a le ventre bien rond, caractéristique de ses 9 mois de grossesse. Chaque matin, mettre ses chaussettes est devenu un combat. Elle se débat pour enfiler sa paire de baskets qui la serre en raison de la rétention d'eau du 3e trimestre. Ses bras sont trop courts pour contourner son ventre et lasser ses lacets facilement. Luc a 42 ans. Il travaille dans une agence de communication et a une barbe de 3 jours. Comme tous les quadragénaires parisiens qui roulent en trottinette. Il prépare le sac à la hâte en suivant les directives un peu floues de Pauline entre 2 contractions qu'elle tente de maîtriser comme elle le peut. Ne pas oublier le coussin d'allaitement et la couverture de naissance, les bodys, les doudous, les serviettes. Il ferme le zip et les voilà partis pour la voiture dans une démarche approximative pour elle et les bras chargés pour lui. Aujourd'hui est un grand jour. Ils se dirigent vers la plus grande aventure de leur vie, devenir parents. Bien évidemment, il va y avoir l'accouchement et son lot de découvertes que Pauline pourra raconter à l'envi à ses copines et à toutes les futures mamans un peu stressées en quête d'informations. Il y aura aussi la rencontre avec le plus grand amour de leur vie, leur bébé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils s'apprêtent à découvrir la plus grande force de l'humanité, ce qui fait de nous des animaux si particuliers, ce qui fait de l'homme l'homme. Ils vont découvrir et expérimenter les mystères de l'esprit de l'enfant. Quand la petite Flore pousse son premier cri et qu'elle rejoint la poitrine de sa mère épuisée par l'effort, voilà en réalité 270 jours que la première étape de sa vie a commencé. Flore a effectivement déjà développé son odorat, son goût, son ouïe, sa vue et son toucher. Elle a exercé ses sens dans le ventre de Pauline, et notamment grâce au toucher, elle est déjà entrée en contact avec son papa, qui posait délicatement sa main sur le ventre de sa mère. Mais alors, que vient de vivre Flore ? La naissance. En voilà une étrange expérience que l'on ne peut vivre qu'une fois. Flore a été propulsée d'un univers aqueux, chaud et à l'ambiance feutrée vers un tout nouveau monde. Si pour Pauline l'accouchement a été une épreuve fatigante, pour Flore, cela a été aussi incroyable et éprouvant que de passer de la Terre à la Lune. Flore fouille avec son petit nez la poitrine de sa maman en quête de lait maternel, tout en écoutant les battements du cœur de sa mère qu'elle reconnaît entre mille et qui sont un repère tangible dans ce grand bouleversement qu'elle vient de connaître. Laissons Flore téter tranquillement sous le regard attendri et il faut le reconnaître, un peu effrayé de Luc, qui se demande comment il va pouvoir s'occuper de ce petit être fragile. Et pendant que le bébé et sa maman, qui viennent de vivre la plus grande séparation physique, créent un tout nouvel attachement psychologique, interrogeons-nous sur qui est le bébé de l'homme. Pour comprendre pourquoi nous sommes des animaux si particuliers, nous devons nous intéresser à l'une des faiblesses de notre espèce, que nous avons transformée en une immense force, notre prématurité. Et oui, si Flore est bien arrivée à terme après 270 jours passés dans le ventre de sa maman, en réalité, et comme tous les humains, c'est une grande prématurée. Oh, voici Claudine qui entre dans la chambre de Pauline avec dans la main un petit paquet. Elle le tend à Luc, qui l'ouvre, pendant que Claudine vient observer la petite merveille endormie. Excellent choix de Claudine, la fameuse Sophie la girafe. Tiens, parlons-en des girafes. Quand un girafon vient au monde après 15 mois de gestation, il va sortir la tête la première et faire une chute de plus de 2 mètres. En quelques heures, le girafon va devoir apprendre à se lever, à marcher, à communiquer avec sa mère. C'est sacrément impressionnant. Notre petite Sophie la girafe, si elle n'était pas en plastique, saurait faire en quelques heures ce que l'humain va mettre entre 12 et 18 mois à acquérir. Mais alors, pourquoi notre prématurité est-elle à l'origine de ce que nous sommes ? Le bébé humain étant un grand prématuré, le développement de son cerveau n'est pas terminé au moment de la naissance. Il va finir son processus de maturation en dehors du ventre maternel et cela va faire toute la différence. C'est l'environnement extérieur et toutes nos interactions avec lui qui vont finir de modeler notre cerveau. Le cerveau de l'enfant va donc se transformer au gré de ses expériences
et donc faire de l'enfant un homme de son temps qui va emmagasiner tout l'héritage de ses ancêtres. Mais pourquoi naît-on si prématuré ? Pour répondre à cette question, c'est Pauline que nous devons regarder. Pauline, comme tous les Homo sapiens sapiens, est bipède. Notre bipédie a limité la taille du bassin humain et a donc rendu difficile l'accouchement du bébé à un stade plus avancé, ce qui a conduit à l'évolution de la prématurité chez les bébés humains. En d'autres termes, le jour où le premier homme s'est levé sur ses 2 pieds, il a mis en route le processus inexorable de notre évolution. Désolé Neil, mais il est là, le petit pas pour l'homme, mais le grand pas pour l'humanité. La bipédie nous a permis de passer à une phase de développement prolongée en dehors de l'utérus maternel. Et voilà, la première clé de notre évolution est là, la prématurité. En outre, le fait que les bébés humains soient nés prématurément a également favorisé l'évolution de la coopération sociale, car les bébés ont besoin de soins intensifs de la part des adultes pour survivre et se développer. Ne dit-on pas qu'il faut tout un village pour élever un enfant ? D'ailleurs, dans la chambre de Pauline, les visites défilent. Les proches, les amis viennent saluer Flore, découvrir ce petit être aux 1000 possibilités. Mais alors, comment l'environnement va-t-il changer, transformer, modeler le cerveau de Flore ? Pour cela, il faut que je vous parle du pouvoir magique du cerveau, la plasticité cérébrale. Il s'agit ici du sujet de recherche préféré des neuroscientifiques. Alors, de quoi parlons-nous ? La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à changer et à s'adapter à des expériences et des situations nouvelles ou différentes. Cela signifie que le cerveau peut réorganiser ses connexions neuronales et modifier sa structure et la fonction des régions cérébrales en fonction des expériences et des apprentissages. Je vous ai perdu ? Ok. Retournons voir notre petite Flore qui est maintenant rentrée chez elle. Flore emmagasine depuis sa naissance les informations du monde extérieur grâce à ses sens. Chaque son, chaque image, chaque interaction se fixe dans les fibres de son cerveau en connectant des neurones. Et attention, je ne vous parle pas là de quelques connexions. Pendant les 5 premières années de vie de Flore, elle va créer 1000 connexions par seconde. Mais le cerveau est un membre actif du parti écologiste. Il aime le tri. Grandir, c'est passer de 1 million de milliards de synapses à 300 000 milliards. Le cerveau humain se spécialise. Il va éliminer les connexions les plus fines, les moins utilisées, et garder les plus fortes et les renforcer. Malheureusement, notre cerveau trie la quantité, mais pas vraiment la qualité. Flore est posée sur son tapis d'éveil et écoute de la musique que Pauline a mise sur l'enceinte du salon. C'est du Mozart. Le concerto pour piano numéro 21. Pauline aime la musique et en met tous les matins. Cette expérience répétée a indubitablement un impact sur le cerveau de Flore. Peut-être aura-t-elle à l'avenir une sensibilité pour la musique classique, ou des facilités à jouer d'un instrument, ou une audition raffinée. Nous ne savons pas vraiment. Mais ce qui est certain, c'est que ces expériences répétées jouent sur la structure du cerveau de Flore. Grandir, ça revient à perdre 2 tiers de ses possibilités pour renforcer le tiers restant. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'adulte n'est pas moins intelligent que l'enfant. Il s'est juste spécialisé dans sa langue, sa culture, ses codes sociaux, sa pensée. Le rôle de Pauline, Luc, Claudine, mais aussi Martha, la future nounou de Flore, et tous les autres adultes qui l'entourent, c'est de participer à la spécialisation du cerveau de Flore en interagissant avec elle, en lui proposant un environnement pensé et construit pour elle. Imaginons maintenant que Flore grandisse dans un environnement peu stimulant ou même violent. Les conséquences seraient dramatiques, parce que le cerveau se structure à partir de ce qu'il reçoit. Dans quelques mois, quand Flore soufflera sa première bougie en se tenant des 2 mains à la table basse, car son équilibre est encore précaire, son cerveau aura déjà effectué des coupes radicales. 1 an plus tard,
Quand 2 bougies seront sur le gâteau au chocolat dans lequel Flore aura plongé le doigt, les fondations de son architecture cérébrale seront dégagées en fonction de toutes les expériences positives et négatives qu'elle aura vécues. Son cerveau sera déjà spécialisé. La plasticité cérébrale commence avant la naissance et est particulièrement active durant la petite enfance, puis va diminuer progressivement avec une baisse très forte à la puberté, même si cette capacité se poursuit toute notre vie. La première période de la vie est donc une immense opportunité. Le champ du possible est vaste, mais c'est aussi une période de grande vulnérabilité car elle est conditionnée par l'environnement extérieur. Pauline et Luc ont donc une responsabilité immense, offrir les meilleures conditions de développement à Flore, la nourrir d'expériences positives et créatrices, car l'éducation est l'apanage de l'espèce humaine, ce qui nous offre un avantage évolutif incomparable. Le rôle de l'adulte va donc être de bâtir un environnement pensé pour le développement du bébé et de faire évoluer cet environnement pour suivre les phases de développement de l'enfant. Car oui, l'enfant a plusieurs vies, mais ça, Pauline et Luc le découvriront dans quelques mois.